Donc la question royale, c'est cette période très difficile que la Belgique a connue après la Deuxième Guerre mondiale. Le problème était de savoir si le roi Léopold III allait pouvoir reprendre ses fonctions. Le problème était évidemment la conduite du roi pendant la guerre. Alors certains évidemment trouvaient que le roi s'était comporté tout à fait correctement, d'autres ne partageaient pas du tout cet avis et on insistait beaucoup sur la mésentente entre le roi et ses ministres. Donc voilà, la question est restée en suspens pendant plusieurs années, jusqu'en 1950, moment où il y a eu un référendum. Une majorité des Belges s'est prononcée pour le retour du roi. Cette majorité était nettement marquée en Flandre, mais en Wallonie, le retour du roi ne bénéficiait pas de la majorité. Le roi est donc revenu. Mais il n'a fait en fait qu'un bref retour parce qu'il y a eu à ce moment-là des manifestations. Il y a eu notamment 4 personnes qui ont été au cours d'une manifestation à Grasberler, qui ont été tuées par la gendarmerie. Et le roi a donc préféré céder la main et c'est le prince Baudouin qui est devenu pendant un an prince royal et puis qui a pris la succession du roi. Mais moi ce que je voulais c'était non pas traiter de la question royale elle-même, mais de voir comment, dans une petite communauté, dans un village finalement, comment cette question finalement trouvait une sorte d'écho dans la vie même des personnes de ce village. Alors, le personnage principal de mon roman, c'est Henri Gansberg van der Noot, personnage que j'ai inventé, bien sûr, mais bon, qui est tout à fait plausible. Il est conseiller du roi et il est donc en permanence, au cours du roman, il est donc censé continuellement faire des allers-retours entre ce petit village de Barzée, où il a une maison, une gentilhommière, et le palais royal, où il conseille le roi pendant cette période particulièrement difficile. Et alors, on comprend tout de suite dans le roman le parallélisme qui va s'établir entre l'affaire royale et la vie de Gansberg. En effet, Gansberg, évidemment aux yeux des gens de ce village, c'est une personnalité. En quelque sorte, il représente le roi. Et comme le roi, il a une vie amoureuse qui ne plaît pas à tout le monde. En effet, il a séduit la fille du garde forestier local et il l'a installée dans sa gentilhommière. Et cette jeune femme, Aline, aux yeux des villageois, occupe un peu la même position finalement que la princesse de Réti, l'épouse, la deuxième épouse de Léopold III, qu'il a épousée en 41 ou 42, je m'excuse, je n'ai plus la date précise. Pendant la guerre, en tous les cas, c'est ça qui lui a été reproché. Et ça lui a été évidemment vivement reproché, parce qu'au centre de la question royale, il n'y avait pas seulement des questions politiques, il y a évidemment des questions politiques qui occupent le personnel politique, les parlementaires, les ministres, il y a des délégations qui vont voir le roi, etc. Il y a bien sûr des questions politiques, mais aux yeux du peuple, il y a aussi une autre question qui est au moins aussi essentielle, c'est la conduite du roi pendant la guerre. Le roi pendant la guerre, il a épousé une jolie femme alors qu'il se prétendait prisonnier du palais de Laeken, qu'il prétendait partager le sort des prisonniers. Ils étaient extrêmement nombreux, puisque l'armée belge entière avait été capturée le 28 mai 1940, et donc on lui reprochait, bien sûr, d'avoir mené une vie de luxe et de facilité, alors que le peuple, lui, trinquait pendant l'occupation nazie. Alors Gansberg van der Noot, lui, le voilà donc à Barzée avec sa jeune maîtresse qui attend un enfant. Oui. On a un peu le sentiment, quand le roman avance, que c'est un homme qui est un peu dépassé par les événements, par les circonstances. Il n'arrive plus à gérer grand-chose. Il est singulièrement dominé par les femmes. Son épouse d'un côté, sa maîtresse de l'autre. Tout à fait. On est continuellement en présence d'un paradoxe, parce qu'on a affaire à un homme puissant. Au début du roman, il se présente vraiment comme quelqu'un d'important, qui est entouré d'un immense respect. On sait qu'il joue un rôle important, mais on va s'apercevoir
qu'en réalité, cet homme tellement important n'est finalement qu'un pauvre homme. On va s'apercevoir que Gansberg, mais finalement, tout lui échappe petit à petit. Tout à coup, il va se retrouver dans une situation qui est aussi un parallélisme avec la situation du roi Léopold III. Léopold III, au moment où il va abdiquer, en fait, il abdique parce qu'il y a ces morts de Grasberger. Il y a, en quelque sorte, cette question royale, maintenant, se termine dans le sang. Et là, le roi, évidemment, ce n'est pas dans les habitudes de la Belgique. Une fois que le premier sang est versé, on se pose quand même de sérieuses questions. Et au moment même, le jour même où il y a ces pauvres malheureux qui sont tués à Grasberger par la gendarmerie, ce jour-là, par accident, involontairement, mais enfin, tout de même, dans un moment de violence, Gansberg tue un type qui veut s'introduire dans sa propriété. Et donc, lui aussi, il a du sang sur les mains. Tout de suite, on pourrait penser, le lecteur, et moi-même d'ailleurs, quand j'ai écrit le roman, je savais que cette affaire allait se produire, et je me disais... Mais bien sûr, Gansberg, avec sa puissance, il va échapper à la justice, il va faire ce qu'il faut, il y aura bien quelques magouilles à mettre en place pour que cette affaire soit étouffée, mais j'ai pas pu le mettre dans cette situation, parce que j'étais déjà suffisamment avancé dans le roman pour m'apercevoir que cet homme qui, a priori pour moi, allait être un puissant peut-être pas très sympathique, mais était devenu extrêmement sympathique. Alors on ne va pas en raconter plus, parce qu'il faut laisser au lecteur, évidemment, le soin de découvrir lui-même la suite de l'histoire. Il y a une dimension policière, un peu quand même, dans ce roman, à côté de cette dimension de comédie sociale qu'on a évoquée juste avant. Et je voudrais savoir comment vous vous y prenez pour mettre tout ça en place. Est-ce que, pendant l'écriture, vous vous laissez porter un peu ailleurs que là où vous auriez pensé aller ? Je suis devenu l'instrument de mes personnages. Mes personnages, ils ont, à un certain moment, ils ont pris le roman en main. Ils n'étaient pas ce que je pensais qu'ils étaient. Franchement, j'ai commencé ce roman avec des sentiments très mitigés vis-à-vis de ce conseiller. Et puis, finalement... Les dessous de cette affaire qu'on ne comprendra qu'à la fin du roman en font quelqu'un pour lequel j'ai éprouvé de l'estime. Mais je travaille toujours comme ça. C'est pas pour ce roman que j'ai pas été surpris par la manière dont les choses se sont déroulées pour ce roman. Tous mes romans m'ont surpris. Et d'ailleurs, je pense que pour moi, c'est un des plus grands stimulants dans l'écriture pour un romancier, c'est que quand il commence son roman, évidemment, il a une certaine idée. On ne part pas dans un roman sans avoir l'idée grosso modo, un noyau d'histoire au moins. Mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Il faut voir comment les personnages vont agir, il faut voir ce qu'ils vont devenir. Une fois qu'ils auront pris une certaine épaisseur, qu'est-ce qu'ils font dans votre histoire? Et là, moi, je suis toujours sidéré par les personnages. Parce qu'une fois que vous vivez avec ce personnage, parce que bon, un roman, ça prend quand même du temps. Ça vous prend combien de temps? Ça me prend plus d'1 an. Donc, pendant plus d'1 an, je vis avec ces personnages. Je pense à eux. Plus que je n'écris, je pense. Je médite sur leur vie. Et je m'aperçois toujours que, partant d'une idée assez stéréotypée, très rapidement, je me dis, mais ça va pas, ça, tu es injuste avec cet homme-là. Tu le fais agir comme ça, mais est-ce que tu sais qui il est finalement? Et va un peu voir dans son passé, va un peu voir ce qu'il a vécu jusqu'ici. Pourquoi agit-il de cette manière? Et peu à peu, le personnage devient vraiment un être pour lequel j'ai besoin d'éprouver une certaine empathie. Et à ce moment-là, je le vois agir et ce qu'il fait est toujours très différent de ce que j'avais imaginé qu'il ferait. Mais il me semble que c'est un peu
Finalement, c'est un peu ce que nous faisons dans la vie quand nous apprenons à connaître quelqu'un. Vous travaillez méthodiquement, tous les jours, vous avez un horaire précis d'écriture? Oui, je suis quelqu'un de très méthodique et de très discipliné. Je travaille, dans le cadre d'horaires bien précis et tous les jours. Oui. Et vous aimez écrire, parce qu'il y a des écrivains qui ne peuvent pas s'en empêcher, mais qui détestent l'acte d'écriture lui-même. Non, moi, ce que j'aime, c'est la démarche même du roman. C'est-à-dire que chaque roman que j'entame se présente toujours pour moi d'abord comme une sorte de question à résoudre. C'est une énigme. Je m'intéresse à un sujet que je ne domine pas. Je le sais, j'en ai bien conscience en commençant le roman. Je ne vais pas essayer de résoudre cette énigme à coup de documentation. Souvent on me dit est-ce que vous êtes documenté, est-ce que vous avez interviewé, par exemple pour ce roman, est-ce que vous avez pris contact avec des historiens? Absolument pas. Il ne s'agit pas de faire un roman historique, il s'agit de s'interroger sur les êtres humains que je mets dans la situation où ils se trouvent dans le roman. Et ça, pour moi, c'est passionnant. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre des êtres humains.